3 lettres qui sont beaucoup plus complexes que vous le pensez. MNA. Qui sont les mineurs non accompagnés? Comment on arrive à traverser la Méditerranée en risquant sa vie quand on est encore que gamin? Qu'est-ce qui se passe avant et surtout le après? J'ai essayé de comprendre le sujet de fond en comble, pas juste en surface. J'ai enquêté, je me suis renseigné et plus je creusais, plus je me rendais compte d'une chose, la complexité du sujet. Alors j'ai décidé d'en faire un film. Mais avant ça, il faut reprendre tout depuis le début. Vous expliquer qui je suis et pourquoi je fais ça. Moi c'est Michel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent en dehors d'Instagram, je suis vidéaste, créateur de contenu et j'aborde tout plein de sujets de société. Et il y a une demande qui ressortait souvent, c'était « Michel, fais du format long ». Alors, je vous ai écouté et pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur et surtout le sujet de mon futur film documentaire qui va parler des mineurs non accompagnés. Je sais, ça fait un moment que je tease ce film, mais faire un film de cette ampleur-là, ça prend du temps, surtout quand on est tout seul. Dernière petite mise en contexte, avant d'être vidéaste, j'ai travaillé pendant 5 ans à la Croix-Rouge et chez Emmaüs avec le public de rue et les mineurs non accompagnés. Et durant toute mon expérience avec le public de rue, j'ai entendu toutes sortes d'histoires pas forcément très jolies. Mais pour être totalement transparent avec vous, rien n'était comparable avec ce que j'ai pu entendre avec les mineurs non accompagnés. Je me disais souvent comment à 14-15 ans on pouvait vivre des choses aussi atroces et surtout se reconstruire en tant que personne derrière. Voilà pourquoi en fait j'ai décidé d'en faire un film documentaire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Premièrement, qui sont les mineurs non accompagnés? Ensuite, quel est leur parcours migratoire? Et pour finir, la difficulté une fois arrivé en France. En Europe, la majorité des MNA viennent d'Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Ensuite, on retrouve aussi des jeunes d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Et pour finir, certains viennent d'Asie, des pays comme l'Afghanistan ou le Bangladesh. La raison de leur départ, elle est bien sûr pas volontaire, elle combine généralement plusieurs facteurs. Instabilité politique, difficultés économiques ou encore décisions prises au sein du cadre familial. La plupart de ces jeunes sont âgés entre 14 à 17 ans. Il faut savoir que certaines personnes se font aussi passer pour des mineurs pour justement avoir le statut de mineur non accompagné une fois arrivé en France. Mais ça, on en parlera plus en détail dans la 3e partie. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les MNA, leur départ s'inscrit surtout dans des contextes socio-économiques et politiques très compliqués. Exemple, pour fuir l'Afghanistan suite au régime des talibans. En Guinée, les plusieurs coups d'État en répétition ont fragilisé le pays avec un taux de chômage très élevé chez les jeunes. Ajoutez à cela des familles qui poussent leurs enfants à partir à l'étranger pour les soutenir financièrement. Pauvreté, pression sociale, manque d'opportunités, c'est la combinaison qui pousse de nombreux jeunes à tenter l'exil, parfois dès l'âge de 14-15 ans. Ensuite, pour le cas de nombreuses jeunes filles, elles fuient pour échapper à l'excision. Je pense notamment à des pays comme la Somalie, l'Éthiopie ou encore le Mali, avec des taux de mutilation extrêmement élevés. Ça, c'était un peu le pourquoi sur les grandes lignes. Maintenant, on va s'intéresser au parcours migratoire qui est loin d'être une partie de plaisir. Dans le cadre de cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur le parcours migratoire du continent africain. Pour rejoindre l'Europe depuis l'Afrique, il existe 3 grandes voies. Le premier passage et le moins courant, c'est celui de la mer Rouge. Des jeunes de la Corne d'Afrique, souvent de Somalie ou d'Éthiopie, tentent cette route. Ils traversent le désert de Djibouti où chaque année, il y a des centaines de morts. Puis ensuite, ils traversent la mer Rouge sur des embarcations fragiles vers le Yémen, bateaux surchargés, passeurs violents, extorsion d'argent. Mais une fois arrivés au Yémen, le parcours est loin d'être terminé car la situation politique du pays qui est instable a fait que de nombreux passeurs profitent de cette situation pour créer un chemin de passe et en font un business plus que lucratif. D'autres personnes témoignent s'être fait kidnapper et torturer sur plusieurs mois pour qu'on puisse soutirer de l'argent à leur famille. Et au final, beaucoup se retrouvent coincés au Yémen car la frontière avec les Émirats est fortement protégée. Et même arrivés aux Émirats ou même en Arabie Saoudite, ils se retrouvent souvent bloqués, exploités, avec aucun droit et tout ça pour espérer un jour rejoindre l'Europe. Malheureusement, ce trajet est l'un des plus compliqués. Ils doivent traverser des pays très instables pour espérer rejoindre la Turquie, puis atteindre la Grèce. Mais dans la réalité, le parcours s'arrête souvent dès le Yémen, ce qui explique aussi les nombreux flux migratoires qui finissent par faire chemin inverse.
Le deuxième passage, celui vers l'Espagne. Avant même d'imaginer la traversée de la Méditerranée, ils doivent d'abord affronter une première épreuve, le Sahara. Une traversée qui peut durer plusieurs jours, avec des pick-up surchargés, avec très peu d'eau, très peu de place et surtout aucune marge d'erreur. Certains meurent pendant le trajet et sont abandonnés en plein désert. Le départ vers l'Espagne se fait souvent depuis les côtes marocaines. Arrivé à cette destination, beaucoup pensent souvent être proche du but. Mais en réalité, une autre phase commence, celle de l'attente. Des semaines, voire des mois à vivre dans des conditions précaires, entre contrôle de police, arrestation et violence, avant de pouvoir partir en mer. Mais malgré tout ça, cela ne les empêche pas de monter. Car après le désert, après des mois d'attente, la mer n'est plus une option. Le détroit de Gibraltar et la frontière de Ceuta sont étroitement surveillés. Le franchissement n'est pas sans risque, mais reste bien moins dangereux que la traversée de la Méditerranée. La troisième route et la plus connue mène à l'Italie en passant par la Libye. Le chemin le plus emprunté est souvent par le Niger avec une traversée par le désert. Une étape tout aussi dangereuse que celle que j'ai déjà évoquée, avec les mêmes logiques et les mêmes risques. Ceux qui arrivent jusqu'en Libye pensent avoir franchi le pire. Mais en réalité, c'est souvent là que les conditions deviennent encore plus violentes et inhumaines. La Libye est un pays instable depuis la chute de Kadhafi. Il n'existe quasiment aucune protection pour les migrants. Beaucoup sont arrêtés dès leur arrivée, enfermés dans des centres de détention ou des lieux informels, sans statut, sans aucun droit. Mais ça va beaucoup plus loin que de simples prisons avec des règles strictes. Ici, on va parler d'esclavagisme. En 2017, une vidéo diffusée par CNN montre une scène d'enchère d'êtres humains près de Tripoli. Un jeune homme est vendu pour $800. Big strong boys for farm work, he says. 400. 700. 800. Amnesty International, Human Rights, tous confirment la même chose. Des migrants sont arrêtés, enfermés dans des centres de détention insalubres, pas de nourriture, pas de soins, violence et torture quotidienne. Certains survivants racontent: ils m'ont battu avec un tuyau en caoutchouc parce qu'ils veulent de l'argent. Ils ont appelé ma famille en me battant pour qu'ils envoient de l'argent. Certaines femmes parlent de s'être fait droguer puis abuser. Après avoir mangé, je me suis régulièrement senti fatigué, j'ai eu des vertiges et j'ai cru que des drogues étaient ajoutées au repas des femmes pour les rendre plus dociles. Les gardes arrivaient, les emmenaient dehors, l'un leur pointait une arme sur la poitrine pendant que l'autre la violait. Parfois, un troisième filmait l'agression. Et c'est les mêmes témoignages d'atrocités, à savoir un jeune homme de 16 ans me disait qu'il avait été vendu à 3 reprises. Il nous parle tout le temps de ces trafiquants qui les faisaient chanter, qui les privaient de nourriture, qui les frappaient. De nombreux témoignages parlent de violences quotidiennes, de coups, de tortures, de privation de nourriture. Certains sont contraints de travailler pour rembourser leur passage en prison. D'autres sont retenus pendant des semaines, voire des mois, pendant que les passeurs contactent les familles pour demander de l'argent. On a des situations où des migrants sont vendus, exploités, puis tués aussi dans le désert, à l'abri des regards. Leur vie dépend entièrement de ceux qui les contrôlent. Et même après avoir survécu à tout ça, le parcours est loin d'être terminé. Pour pouvoir quitter la Libye, il faut encore payer, négocier, dépendre des passeurs qui sont souvent aussi de mèche avec les gardes-côtes libyens. De nombreux témoignages indiquent que certains gardes-côtes libyens coopèrent aussi directement avec les réseaux de passeurs en échange de sommes d'argent. La traversée de la Méditerranée vers l'Italie est l'une des routes migratoires les plus meurtrières au monde, où les départs se font sur des Zodiacs surchargés, voués au naufrage. On compte depuis le début de l'année 2026 déjà plus de 765 morts. Mais une fois en mer, il y a deux scénarios qui deviennent possibles en cas de naufrage. Si l'embarcation est repérée dans les eaux libyennes, ce sont les gardes-côtes libyens qui interviennent. Les personnes sont récupérées, renvoyées en Libye et pour beaucoup, c'est un retour direct à la détention, aux violences et tout ce qu'ils ont déjà subi. Si le bateau atteint ou se rapproche des eaux italiennes, alors ce sont les secours européens ou italiens qui reprennent le relais. Et les migrants sont emmenés vers l'Italie, souvent vers l'île de Lampedusa, qui est l'un des principaux points d'arrivée. Mais entre ces deux situations, il y a une troisième réalité, beaucoup moins visible, des bateaux qui tombent en panne, qui disparaissent dans les profondeurs de la Méditerranée, sans aucun secours. Je me souviendrai toujours de ce témoignage d'un jeune qui me racontait avoir été resté accroché à des morceaux d'épave pendant plusieurs jours, entouré de cadavres et de ses proches flottant autour de lui. Il a fallu attendre 2 jours avant d'être secourus. Voilà les conditions extrêmes de leur parcours migratoire.
Une fois arrivés en France, on pourrait croire que le plus dur est derrière eux, que le fait d'avoir traversé le désert, survécu à la Libye et à la mer marque une forme de fin de parcours. Mais en réalité, une autre épreuve commence, la rue. Beaucoup de jeunes dorment dans la rue, dans des campements insalubres, dans l'attente de passer une évaluation de minorité. Une fois que le jeune peut se rendre dans un centre d'évaluation, il fait un premier entretien qui dure environ 1 heure, des fois même un peu moins. Durant cet entretien, une seule personne va tenter de déterminer son âge, son parcours, sa crédibilité et surtout décider s'il peut être reconnu comme mineur ou non, sur la base de son récit, de son attitude et parfois même de son apparence. Votre date de naissance? 22 août 2004, j'ai 17 ans. Réponse que nous voyons presque toujours avec les mêmes arguments assez stéréotypés, et ce sont des décisions prises à l'issue d'entretiens qui durent parfois seulement 15 minutes. Effectivement, on se pose la question de savoir comment on peut sérieusement évaluer la minorité d'un jeune sur la base d'un entretien flash. Pour moi, ça restera un exercice profondément humain, donc forcément imparfait. Mais cependant, il y a quand même une seconde évaluation qui a eu lieu quelques semaines plus tard. Et durant ce temps d'attente, le jeune est hébergé en hôtel social dans l'attente de cette seconde évaluation. Parce qu'un jeune reconnu mineur sera pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, alors qu'un jeune déclaré majeur peut se retrouver du jour au lendemain à la rue, sans solution et sans aucune ressource. Beaucoup se retrouvent dans une situation d'attente, à déposer des recours, à espérer une réévaluation, à survivre comme ils peuvent pendant des semaines voire des mois, en dormant dans des campements avec une incertitude permanente qui s'ajoute à tout ce qu'ils ont déjà vécu auparavant. Et en même temps, il faut aussi prendre en compte une autre réalité qui existe, celle de certains jeunes majeurs qui tentent de se faire passer pour des mineurs. Mais non pas par opportunisme simple, mais parce qu'ils savent que les démarches pour obtenir un titre de séjour peuvent être extrêmement longues, parfois attendre jusqu'à une dizaine d'années, et que le statut de mineur non accompagné peut représenter une des seules portes d'entrée vers une forme de stabilité. Mais c'est pas totalement vrai. À 18 ans, les MNA doivent régulariser leur situation avec une demande de titre de séjour ou une demande d'asile, mais même avec une formation, une bonne intégration, rien n'est garanti. On l'a vu avec le cas de Tierno, apprenti boulanger d'origine guinéenne qui a reçu une OQTF malgré qu'il soit formé, intégré et même soutenu par son employeur. Ce passage à la majorité devient donc un moment critique où malgré tous les efforts, tout peut s'arrêter. Ce que les jeunes majeurs tentent a des conséquences directes sur l'ensemble du système. C'est parce qu'elle crée la méfiance, elle durcit les évaluations, elle complexifie les décisions et au final, elle impacte aussi les véritables mineurs, ceux qui ont réellement 14-15 ans, dont la parole est parfois remise en question. Au final, tout repose sur une décision humaine, souvent sous tension, avec des enjeux énormes. Et derrière cette décision, il n'y a pas seulement une question de statut administratif, mais une trajectoire de vie entière qui peut basculer. Maintenant que vous avez tous les éléments en question et que vous savez le parcours que subissent les mineurs non accompagnés, je vais vous demander une chose. J'ai besoin de votre aide pour réaliser ce film documentaire. Ça fait maintenant des mois que je bosse là-dessus tout seul et je me rends compte d'une chose, c'est que je ne pourrai jamais réaliser ce film sans votre aide. J'aurai besoin d'un cadreur, d'un assistant monteur et de tout plein d'autres choses qui coûtent énormément d'argent. Une grosse partie est pour l'instant entièrement financée de ma poche. Je vous avoue qu'il n'y a pas grand chose dans cette poche, mais si vous voulez soutenir un film fait de manière totalement indépendante, sans boîte de production, fait par un gars qui veut juste montrer la réalité que subissent ces jeunes, il y a un lien dans la description. Merci à vous, c'était Michel, un vidéaste qui parle pas que de vidéos.